Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur France 3 Limousin pour votre émission Dimanche en politique. À 2 mois du premier tour des élections municipales, on va parler aujourd'hui du rôle des intercommunalités. Qui a vraiment le pouvoir entre les communes et les Comcom? Réponse juste après le générique. Les 15 et 22 mars prochains, vous serez appelés à voter pour élire un maire et ses conseillers municipaux. Mais ce n'est pas tout. Sur votre bulletin de vote figureront également les noms des futurs conseillers communautaires qui vous représenteront au sein d'une communauté de communes ou d'une agglomération. 2 listes distinctes pour les communes de plus de 1000 habitants, une seule pour celles qui en ont moins de 1000. Comment fonctionnent ces communautés de communes, agglomérations et autres communautés urbaines? Qui sont leurs membres? Quelles sont leurs compétences et leurs leviers financiers? Pour tenter d'y voir plus clair, de faire de la pédagogie, nous recevons 4 spécialistes de ces structures, des élus et des universitaires. Isabelle Briquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire du Palais-sur-Vienne et 3e vice-présidente de Limoges Métropole. Jean-Marc Gabouty, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur de la Haute-Vienne, ancien maire de Couzex. Jean-Paul Duré, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Panazol et président de Limoges Métropole. Et enfin, Thomas Marty, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en sciences politiques. Merci à tous les 4 d'être venus sur ce plateau. Alors, Thomas Marty, je me tourne d'abord vers vous. Pour être très simple, à quoi il va ressembler le bulletin de vote qu'on va mettre dans l'urne le 15 mars prochain ? Alors, il va ressembler à celui que les électeurs avaient en main en 2014. Et là, pour le coup, c'était une nouveauté. Le législateur a institué ce qu'on appelle le scrutin fléché. Voilà, c'est-à-dire qu'on vote à la fois pour un conseiller municipal et en même temps, pour une partie des candidats conseillers municipaux, certains seront candidats pour être conseillers communautaires, qui à la communauté de communes, qui à la communauté d'agglomération ou à la communauté urbaine de Limoges Métropole. Sachant que pour les petites communes qui sont moins de 1000 habitants et qui sont l'essentiel des communes du Limousin, là en général c'est le maire et les premiers adjoints qui logiquement vont siéger ou pas forcément? Oui, alors c'est généralement le maire puisque en fait durant cette législature, la France a perdu 15 ou 16 000 conseillers communautaires. Donc les très petites communes à moins de 1000 habitants ont souvent une représentation très faible, alors qui correspond aussi à leur démographie, au niveau des conseils communautaires. Jean-Marc Gabouty, je vous voyais tiquer sur le fait que ce soit le maire et le premier adjoint. C'est pas forcément le cas? C'est pas forcément, dans les petites communes, c'est pas forcément le premier adjoint. C'est une désignation à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il y a une élection. Donc c'est souvent dans les petites communes, effectivement, le maire qui siège à l'intercommunalité. On dit que c'est un peu le 3e tour, finalement, des élections municipales, en fait. Alors ça, c'est pour élire l'exécutif de l'interco, qui est le 3e tour. Et là, je crois que les problèmes se posent différemment suivant les EPCI, suivant le type d'intercommunalité, en fonction aussi de leur EPCI, taille. On va préciser Établissement public de coopération intercommunale. Donc suivant la taille et suivant la population. Le vécu n'est pas du tout le même. Même dans une communauté urbaine, une communauté d'agglomération qui a 20 communes et celle qui en a 50. Donc voilà, il faut instaurer un petit peu de souplesse, mais il y a un encadrement qui est très fort, aussi bien au niveau de l'élection des conseillers communautaires, lorsque c'est une élection sur liste, que dans le fonctionnement. Alors, si on fait les comptes, on va commencer par la Haute-Vienne. On a 12 communautés de communes plus la communauté urbaine, donc de Limoges. Isabelle Briquet, vous êtes 3e vice-présidente et maire du Palais-sur-Vienne depuis 2001. Vous avez vu arriver, vous, cette vague de l'intercommunalité. Comment elle a été perçue au début par des maires comme vous, par exemple? Alors, au début, bien sûr, elle a été... D'abord, c'était une démarche volontaire, il faut bien le préciser. Qui associait les élus. Voilà, chaque commune était tout à fait volontaire pour constituer la communauté d'agglomération, d'abord communauté de communes, puis communauté d'agglomération et enfin communauté urbaine. Donc, c'est vrai que c'était... Pour les communes comme le Palais, mais aussi comme Panazol, un moyen de mutualiser nos forces pour pouvoir faire plus au service de nos concitoyens. Et on voit bien que ceci s'est traduit aussi dans les faits, parce qu'il y a des programmes que jamais on n'aurait pu mener à bien tout seul. Donc ça nous a vraiment permis d'avoir une force un zénith, par exemple. Alors le zénith, c'est un équipement communautaire, effectivement, mais qui est à l'échelle du territoire, mais qui irrigue bien au-delà. Mais ne serait sur une compétence qui, par ailleurs, peut susciter des interrogations chez certains maires, mais notamment la voirie, qu'on a pris en compétence communautaire très tôt.
il y a des programmes de voirie qu'aucune commune n'aurait pu assumer seule sur son territoire. Quand il faut aligner quand même plusieurs millions d'euros, toutes les communes n'ont pas la force de frappe pour faire ces investissements-là. La communauté d'agglomération à l'époque nous l'a permis. Jean-Paul Duret, vous êtes président de la communauté urbaine de Limoges. Est-ce que vous diriez que c'est un lieu de consensus, l'intercommunalité ? Ça devrait être un lieu de consensus. Ça l'est pas toujours. Non, mais simplement, ce que je veux dire, c'est que l'intercommunalité, il y a la loi qui est maintenant venue. Isabelle vient de dire tout à l'heure que c'était un choix au départ. Maintenant, c'est une loi qui encadre... avec d'ailleurs un pouvoir très fort à un moment donné des préfets pour créer ces intercommunalités. Le sénateur Gabouty en a parlé tout à l'heure. Maintenant, je crois que ce choix et cette volonté qui a été imposée par la loi, ça dépend du mode de gouvernance qu'on instaure. Oui. Et on vient de voir, pendant les 6 ans qui viennent de s'écouler au niveau de la communauté urbaine de Limoges Métropole, les difficultés qui ont pu survenir. On va rappeler peut-être pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'histoire de Limoges Métropole qu'en 2014, la ville-centre est passée à droite et la communauté, elle, était à gauche puisqu'il y avait un certain nombre de communes qui faisaient partie de l'agglo qui ont voté à gauche, et donc il y a eu une sorte de ce qui permet de rappeler, ce qui permet de rappeler aux citoyens que je croise dans la... C'est peut-être ça, quand on parle de pédagogie, ils me disent, mais vous quittez vos fonctions de maire, mais vous allez rester à l'agglo. Non. Et pour être élu à la communauté urbaine, il faut être aussi élu dans sa propre ville en tant que conseiller municipal. Ça, c'est la règle. Après... on a gardé et on garde la liberté d'un mode de gouvernance par rapport aux EPCI, que ce soit les EPCI qu'on a dans notre département ou que ce soit au niveau de la communauté urbaine. Et c'est ce mode de gouvernance qui, à mon avis, a le plus d'importance. On y reviendra sans doute, oui. Mais Isabelle l'a dit tout à l'heure, on peut faire... pour moi, l'EPCI, la communauté urbaine, n'est pas un lieu... D'ailleurs, il n'y a pas de groupe politique. Par exemple. C'est un lieu. C'est moins partisan. Voilà, c'est un lieu où on doit essayer de faire ensemble à 20 communes, pour les 20 communes, que ce soit de la plus grande Limoges à la plus petite Oreille, travailler ensemble et dans des choses qu'on ne pourrait pas faire tout seul. Thomas Marty, c'est cette perception qu'en ont les citoyens. L'intercommunalité, c'est pour construire plus grand, pour faire plus de choses ? Alors, c'est pas sûr. La première perception que les citoyens ont de l'intercommunalité, c'est que généralement, ils ne la connaissent pas. Oui. Voilà. Donc, généralement, le sigle PCI n'est pas connu. Il se trouve que depuis 2017, alors notamment pour les communautés de communes, c'est sûr que la communauté urbaine de Limoges, la plupart des habitants de Limoges et des communes environnantes connaissent la réalité. Voilà, c'est l'agglo, on connaît ses compétences, sa compétence sur le transport, sur la voirie, etc. On connaît. Dans les communautés de communes, qui ont été redessinées pendant ce mandat municipal, c'est beaucoup moins le cas, parce que souvent, on vous a changé votre communauté de communes, et puis, il n'y a pas forcément eu de mobilisation politique dessus. Alors, on a le cas de la Creuse, bien sûr, un cas emblématique, avec une diffusion qui s'est faite, portée par des élus, mais des élus qui sont généralement portés par les intentions de leurs citoyens. Et donc, la communauté de communes Mons-et-Vallées Ouest-Creuse a défusionné sur la demande de l'ancienne communauté de communes de Pays du Noy. Alors, vous en parlez, ça me fait une transition. C'est depuis le 1er janvier que c'est effectif, cette diffusion. C'est une première en France. Après 3 ans, chacun a donc repris son indépendance. À l'origine de ce divorce, on va voir que c'est la commune de Dun-le-Palestel. On en parle juste après les explications de Nicolas Chigot qui a tourné ce reportage avec Romain Bureau. Se sentent-ils libérés, délivrés, les irréductibles dunois, maintenant qu'ils ont réintégré leurs frontières d'avant 2016 ? Pas facile de leur parler périmètre administratif en ce tout début d'année. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, ça ? Voilà, je ne peux pas vous dire. Vous n'étiez même pas au courant ? Non, même pas, non. Je trouve ça très bien, moi. Que chacun rentre chez soi ? Rentre chez soi et puis surtout retrouve ses sous. À l'origine du divorce, Laurent Dolny jubile. En 2016, il avait dénoncé cette fusion refusée par 15 des 17 communes autour de Dun. À l'heure du bilan, pas de regret. Quand on fait l'analyse, c'est globalement tout du négatif.
tout du négatif parce que, comme je dis, déjà, beaucoup trop d'élus, un territoire beaucoup trop grand, 72 km d'une commune à l'autre, et puis ensuite des projets. En fin de compte, on nous dit que plus on sera grand et plus on fera des beaux et des gros projets. Mais financièrement, on ne peut pas aller porter ces projets. Les anciennes communautés de communes de Bénévent-Grandbourg, La Souterraine et Dun-le-Palestel vont donc renaître de leurs cendres et se partager les 70 employés. On retrouvera 17 communes, on retrouvera des financements, on continuera nos projets notamment sur la vallée des Peintres, les projets qu'on a pu lancer et initier auparavant. Et puis on va retravailler sereinement avec 31 élus. On sera plus 62 autour d'une table à ne pas s'entendre, à ne pas se connaître. Grâce à l'aide des services de l'État, tout est en ordre de marche, mais 2020 sera une année blanche. Avec les élections et la remise en route des anciennes Comcom, peu de projets ont de chances de voir le jour. Jean-Marc Gabouty, vous pensez que c'est quelque chose qui peut essaimer cette diffusion, ce divorce? Oui, dans un certain nombre de cas, ce qui est tout à fait normal, parce qu'on a vécu une période, d'ailleurs aussi bien dans notre organisation administrative que dans le monde économique que beaucoup critiquent avec la course à la taille au niveau des grandes sociétés, des grands groupes. Oui. Mais ça a été un peu la même chose au niveau de l'intercommunalité. Il y a eu une course à la taille, la course à l'intégration de compétences qui a un peu dénaturé, à mon sens, l'idée de base de l'intercommunalité, dont moi j'ai été sinon un précurseur, du moins un militant, puisque j'ai connu la communauté de communes qui n'était pas Limoges Métropole, qui regroupait des communes le long de la 147, avant de passer tardivement, de manière un peu forcée. Oui, on rappelle que vous êtes allé en justice pour ne pas être attaché à Limoges Métropole. Tout à fait, parce que je pense qu'il faut laisser plus de liberté aux élus de s'organiser. Bon, maintenant, on y est, il est hors de question de le contester, et on souhaite participer à un projet commun. Mais attention à la course à la taille, ça va dépendre, si vous voulez, des compétences exercées. Il y a des compétences où c'est évident que la mutualisation apporte un plus. Je pense au transport urbain. La mutualisation existait déjà, puisqu'il y avait un syndicat qui existait auparavant pour les transports urbains. Transports urbains, les ordures ménagères, le développement économique. Ensuite, lorsqu'on va vers des tâches qui sont plus de la gestion de proximité, du quotidien, plus l'ensemble est grand, plus ça pose des difficultés d'organisation, de réactivité, voire d'économie. C'est-à-dire ce qu'on gagne d'un côté en mutualisation, on peut le perdre dans la complexité des structures pour gérer des tâches de proximité qui doivent, à mon sens, rester gérées par les communes. Jean-Paul Duret, quand vous entendez Laurent Dolny dire c'était tout négatif, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est un peu caricatural? Oui, je pense qu'on est dans l'excessif, mais c'est sans doute parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça a été des regroupements forcés. Bon, après, quand on se met autour de la table et quand on regarde ce qu'on peut faire ensemble, on ne peut pas dire que les intercommunalités soient négatives. Après, il y a une réflexion aussi, c'est vrai, sur la fonction de maire. Bon, moi, j'étais un des premiers à dire, finalement, en passant dans les intercos avec les compétences qui étaient transférées aux autres, finalement, le maire, on pourrait dire qu'aujourd'hui, à part les conflits de voisinage et l'état civil... Ils se sentent déconsidérés, peut-être? Peut-être, mais à côté de ça, une interco, elle fonctionne... Elle n'impose rien, un maire. Quand on fait les choses ensemble, quand on fait des choix de voirie, ces choix de voirie, on a un droit, entre guillemets, à tirage, mais c'est nous qui choisissons. C'est le maire de sa commune qui dit à la CU, voilà quelles sont mes priorités, voilà ce que je veux faire, etc. Après... c'est une évolution des mentalités, une évolution des esprits, et puis après, le maire, il va rester ce qu'il est depuis toujours. Un interlocuteur privilégié. Un interlocuteur privilégié, celui qui au quotidien va rencontrer les gens et puis va discuter avec eux, va régler tout un tas de problèmes qui n'ont rien à voir avec la CU, mais qui concernent la proximité. Isabelle Briquet, est-ce qu'on peut dire que c'est aussi là où on peut régler les dossiers qui fâchent l'intercommunalité, c'est-à-dire prendre un peu de champ, être plus nombreux à réfléchir plutôt que se focaliser sur une seule commune? Ça dépend ce qu'on entend par les dossiers qui fâchent. Par exemple, je pense à des installations de déchetterie, des choses comme ça, des choses que personne ne veut, quoi. À un moment, il faut les mettre quelque part. Donc, il faut toujours les mettre quelque part. Alors, je ne pense pas que ça puisse échapper à la fâcherie avec certains, parce qu'il faut toujours trouver
trouver un lieu, mais ça permet effectivement de réfléchir à plusieurs et d'avoir quelque chose d'équilibré sur l'échelle d'un territoire et même au-delà. En ce qui concerne notamment Limoges Métropole, on voit bien que pour plein de sujets, la réflexion ne peut pas s'arrêter aux simples limites de l'EPCI. Parce que c'est valable pour les déchets, et une réflexion est en cours en ce sens. C'est valable aussi pour une compétence que pourrait prendre directement la communauté urbaine, qui, à mon sens, elle n'a pas intérêt de prendre, qui est pour ce qui concerne l'éclairage public, puisque actuellement on a un syndicat, et là j'abonde dans le sens de Jean-Marc Gabouty, on a un syndicat d'électricité au niveau du département qui assure... Qui fonctionne bien ? Qui fonctionne très bien, qui assure un service pour les communes irréprochable. Et il serait dommage qu'une compétence prise par le PCI mette à mal le fonctionnement d'un syndicat qui assure une péréquation entre l'urbain et le rural. Et ça, il ne faut pas l'oublier, surtout dans un département comme le nôtre. On va parler des compétences, justement. Le 27 décembre dernier a été promulguée la loi relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. Ça va changer quoi, cette loi, Jean-Marc Gabouty, concrètement ? Alors, en premier lieu, c'est un compromis entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Il a fallu que les deux se mettent d'accord. Donc le Sénat était en première lecture sur cette loi, ce qui est un petit peu normal, puisque représentant des collectivités, avait amélioré le texte gouvernemental, qui allait, je voudrais rappeler quand même que c'est le premier texte depuis 15 ans qui ne va pas dans le même sens que les autres, c'est-à-dire qui apporte un petit peu de souplesse. De rééquilibrage. Et le texte sénatorial, ça mérite d'être souligné, a été voté par 338 voix sur 340 au Donc Sénat. un consensus là aussi. Donc toute sensibilité confondue, avec tous les groupes communistes, socialistes, républicains. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors grâce à ce nouveau texte maintenant ? Ce nouveau texte va pas assez loin pour nous, sénateurs, mais apporte un certain nombre de souplesse dans la représentation des communes. C'est-à-dire là où il n'y a pas de conseil, de conférence des maires en place, c'est maintenant obligatoire. C'est-à-dire que tous les maires peuvent être présents à cette conférence, alors qu'au sein de l'Assemblée, c'est pas forcément le cas. Alors c'est pas forcément le cas. Vous avez une meilleure information aussi de l'ensemble des conseillers municipaux qui recevront l'ordre du jour des réunions du conseil communautaire, de manière à ce qu'ils soient mieux associés à la vie communautaire et qu'il y ait effectivement un échange. Je crois que c'est dans un esprit tout à fait positif qui n'affaiblit pas du tout l'intercommunalité. Ensuite, il y a la suppression des compétences optionnelles. Maintenant, il y a des compétences obligatoires et des compétences facultatives. Mais l'optionnel, dont on était obligé d'en prendre un certain nombre, a disparu. La possibilité de restituer des compétences de l'intercommunalité vers la commune, qui pourrait avoir, pour certaines, je dirais... Des compétences particulières, donc autant leur confier la gestion d'une partie. La possibilité de sécabilité, c'est-à-dire que dans une même compétence, on peut très bien imaginer, prenons la compétence économique, qui, globalement, de toute évidence, est d'intérêt communautaire. Ça doit être géré, développement économique. Par contre, l'accueil des commerçants et des artisans pourrait très bien, on pourrait dire ça, on le laisse aux communes, parce que c'est vraiment quelque chose de proximité, etc. C'est pas la peine d'avoir un grand service au niveau de la métropole, de la communauté urbaine ou de la communauté d'agglomération pour gérer ça. Il faut le laisser gérer au maire, c'est de l'accueil de proximité. Donc c'est cette souplesse qui a été donnée. Le droit d'initiative en matière d'urbanisme, c'est-à-dire une commune va pouvoir demander, lors d'une révision simplifiée, elle aura ce droit d'initiative. Ça ne veut pas dire que la révision sera accordée, mais aujourd'hui, elle aura l'initiative et ça devra être examiné par le conseil communautaire. Voilà, c'est un ensemble de dispositions... Plus de souplesse, quoi. Qui donnent de la souplesse pour essayer d'améliorer le fonctionnement et qu'il soit mieux adapté en fonction des types très différents d'intercommunalités que nous avons sur notre territoire. Nous, on pense par rapport à la nôtre, mais il faut penser qu'il y en a des beaucoup plus grosses, des plus petites également, et donc la loi doit organiser cette souplesse, parce qu'on n'est pas obligé de gérer les choses de la même manière, de Bayonne à Dunkerque, qui est dans une intercommunalité de 80 000 habitants et une autre de 500 000. Je pense à la compétence de l'eau, notamment, qui devait être systématiquement dévolue aux intercos et qui est devenue facultative. Est-ce que c'est une bonne chose, selon vous, Jean-Paul Duret ? C'est une bonne chose à partir d'un moment où on l'organise de manière intelligente. Puisque ce transfert de compétences, notamment par rapport à la communauté urbaine,
on l'a fait en gardant l'existant. C'est-à-dire que, c'est vrai que... C'est des modèles très divers dans les communes. Des modèles très divers. Et c'est vrai qu'on retrouve des communes qui sont en gestion avec des syndicats oui. Et d'autres communes qui continuent à une gestion qui était une gestion ce qu'elles avaient choisie pour en direct. Bon, après, maintenant... Isabelle en parlerait mieux que moi, mais c'est l'équilibre pour que chaque citoyen puisse se trouver devant le prix de l'eau progressivement au même niveau dans notre CU. Mais il n'était pas question de détruire ce qui a fait l'histoire un peu de notre... Jean-Marc Gabouty l'a dit tout à l'heure, l'intercommunalité, elle existe depuis des années. Hein. Et c'est passé par les syndicats des eaux, les syndicats de voirie, les syndicats d'électricité, etc. On ne va pas tout détruire du jour au lendemain. Après, il y a une compétence qui est maintenant gérée, mais on n'a pas imposé aux communes du jour au lendemain de partir d'où elles étaient pour vivre autrement. Isabelle Briquet, pour la question des leviers financiers, vous êtes en charge des finances à l'Agglo. C'est quoi les leviers financiers d'une communauté urbaine ? Alors, la communauté urbaine a pu bénéficier d'un levier financier supplémentaire. En clair, on a eu 2 millions de bonification en dotation supplémentaire. Mais à côté de ceci, il ne faut pas oublier qu'on a 400 000 en gros de DGF qui part... Dotation globale de fonctionnement. Oui, pardon, dotation globale de fonctionnement qui part aussi chaque année. Donc ça relativise un petit peu les choses. Et que depuis 2013 aussi, on a perdu 10 millions. Et 10 millions, ça fait quand même beaucoup sur un territoire comme le nôtre, puisque la dotation globale de fonctionnement est passée de 2013 d'à peu près 30 millions d'euros à peine 20 millions maintenant. Donc là aussi, les 2 millions oui, on va... en gros, est-ce qu'on a les moyens de bien faire fonctionner cette intercommunalité ? Oui. Quand même, on a les moyens de bien faire fonctionner cette intercommunalité en faisant attention aussi grandement à ce que l'on fait. De toute façon, pour les dépenses, maintenant, il y a le plafond à ne pas dépasser avec les 1-2 de fonctionnement. Donc, on est quand même contraint. Ce qui est dommage, parce qu'à un moment donné, il y a des actions qui pourraient être menées, qui seraient très importante à mon sens pour le territoire, et du coup qu'on ne peut pas mener, parce que l'opportunité, notamment en termes de développement de développement économique, il y a peut-être des choses qui seraient importantes et pertinentes, ambitieuses peut-être, ambitieuses, et qui demanderaient de dépasser le plafond. Et c'est plus possible. Où on est quand même contraint. Et pourtant, après, on en verrait les fruits, mais c'est certain, pas immédiatement. Mais peut-être que dans 10 ou 15 ans, cette contrainte, on en verra les conséquences. Les limites. Il nous reste moins de 5 minutes d'émission. Thomas Marty, cette loi dont on parlait, qui est passée en décembre, elle vient combler un manque ? Alors, elle vient combler un manque. Faut voir d'où elle vient. En fait, d'où elle vient politiquement. Pratiquement, c'est une réponse que Emmanuel Macron a voulu face au mouvement des Gilets jaunes, qui était un mouvement de revendication qui part des territoires, et dont il a voulu qu'une partie de sa réponse soit, on l'a vu au moment du grand débat, le fait de s'adresser à proximité de l'action publique. Proximité de l'action publique, c'était le titre initial, c'est le titre de la loi. Et donc le grand débat a été, d'une certaine manière, une adresse aux maires. Et dans la concrétisation de ce grand débat, le gouvernement en place a voulu proposer ce projet de loi qui n'était pas forcément prévu tel quel au départ. Donc c'est non pas improvisé, mais en tout cas c'est là et ça existe. Ce que disait Jean-Marc Gabouty, je le nuancerai un petit peu. Effectivement, comme le dit le Premier ministre, on veut, ou leur projet est d'aller vers une intercommunalité heureuse.
Aujourd'hui, de toute façon, le pas, il est franchi. Si on regarde, par exemple, la communauté d'agglomération du bassin de Brive, le budget de cette communauté d'agglomération est aujourd'hui plus important que ne l'est celui de la mairie, de la commune de Brive. Donc certes, les compétences ne vont plus être transférées, il y a un frein qui a été mis là-dessus, mais le hiatus entre représentation territoriale et représentation politique, est-ce que les citoyens se sentent représentés au sein d'institutions où on représente sa commune et non pas forcément effectivement des intérêts partisans, mais des intérêts qui sont aussi issus du suffrage universel. Ça, je pense que c'est une question que les élections municipales de 2020 vont poser avec beaucoup d'acuité. Ça peut être les premières élections consécutives au mouvement des Gilets jaunes qui vont mettre en lumière ce problème-là. Alors justement, on voit que les moyens, les compétences, elles remontent vers ces intercommunalités. Est-ce que le suffrage universel direct, c'est quelque chose qu'il faudrait pour élire les conseillers communautaires, selon vous, Jean-Marc Gabouty ? C'est une conception, si vous voulez, entre l'intercommunalité et la supracommunalité. La loi Chevènement de 1998, qui était intéressante, mais qui était basée sur la base du volontariat et non pas de l'obligation. Ça, c'est la coercition est venue plus tard. Mais c'était normal qu'on arrive à je dirais, quelque chose qui couvre l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, on a trop dérivé vers la supracommunalité, à mon sens. Et sur les moyens financiers, je suis d'accord, sauf à considérer, par exemple, que dans la communauté urbaine de Limoges Métropole, qui a la compétence voirie, pour l'essentiel, par diminution d'une attribution de compensation, ce sont les communes qui financent les travaux de voirie. Le budget, l'investissement, le remboursement de l'emprunt théorique, il est répercuté sur l'attribution de compensation, donc à 80%, parce qu'il y a une bonification, je le reconnais, de la communauté urbaine, mais à 80%. Donc pour résumer, les communes, elles contribuent beaucoup et elles reçoivent peu. J'ai pas dit qu'elles recevaient peu, j'ai dit qu'elles je vous pose la question. Qu'elles contribuent beaucoup. Peut-être trop. On a déplacé le pouvoir, mais sur cet aspect financier, on retrouve la charge financière. On dit c'est la charge financière de la communauté urbaine. Oui, c'est la charge financière aussi des communes, puisque l'attribution de compensation est devenue, pour un certain nombre de communes, est en train de devenir négative. C'est-à-dire que ce sont les communes qui donnent de l'argent à la communauté urbaine. C'est-à-dire qu'elles ont transféré plus de charges que de recettes, lorsqu'elle est négative. Oui, voilà. oui. Mais parce que on paye la voirie. Oui. Il nous reste justement sur la voirie aussi, il faut noter dans un système de solidarité que Limoges Métropole, et le président pourra dire s'il veut, rajouter s'il veut, mais on n'aura plus le temps. Limoges Métropole est notamment mis à contribution sur la 147 où un abondement supplémentaire vient d'être demandé. Ce ne sont pas les communes, c'est vraiment le PCI. Et cette solidarité-là, seule une interco de la taille de Limoges Métropole peut aussi l'apporter. C'est aussi un élément en un positif. mot, Oui, en un mot, moi je voulais revenir sur le mode de scrutin. Oui. Et je pense qu'il est indispensable que ce mode de scrutin passe par les communes et que les élus communautaires soient élus dans leur commune. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin, Jean-Paul Duré. C'est la fin de cette émission. Merci à tous les quatre d'y avoir participé. On espère que ça vous a aidé à y comprendre à y voir plus clair dans ces élections et ces intercommunalités. Vous pouvez la revoir si vous le souhaitez sur notre site internet. Tout de suite, c'est le Flash Info. Puis Francis Letellier reçoit Marine Le Pen. La semaine prochaine, nous parlerons des maires et de leur quotidien parfois difficile. Très bon dimanche à tous.